Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très heureux d'être ici avec vous ce soir. C'est assez symbolique quand même après les événements qu'on a vécus tous, de se retrouver pour cette soirée de formation continue. Très heureux de pouvoir partager cette soirée avec Nathalie, qui est donc la chef du service du CHS en gériatrie, ou qui l'a en tout cas été longtemps, et qui l'est toujours encore un peu quand même. Et puis la chef du service de gériatrie du CHT. Donc parler de démence sans inviter les gériatres, ça n'est pas possible, puisque les gériatres et nous, les neurologues, on se partage ces malades. Quand ils sont jeunes, ils vont en neurologie. Quand ils sont jeunes, ils vont aussi en gériatrie. Et donc on va essayer de parler de la démence rapidement, plutôt des démences. On a beaucoup, on pourrait en parler pendant un DU entier d'une année. Donc on va sélectionner des petits... c'est vraiment tout cassé? C'est moche. On va... Je touche le truc, il est cassé, quoi. Du coup, pour en parler, on va choisir un angle particulier parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Donc on va commencer par la version neurologique, c'est-à-dire diagnostic, essentiellement diagnostic, éléments physiopathologiques et anatomiques, ça c'est le neurologue. Après, on va parler des traitements avec Nathalie. Et ensuite, on parlera de la prise en charge globale, et en particulier sur le territoire calédonien, avec Élodie Fechelin. Donc pour cette approche, il y a trois angles différents. Le premier, c'est l'angle, on va dire, anatomique. Le deuxième, ce sera l'angle physiopathologique. Et le troisième, l'angle clinique. En neurologie, pour comprendre la clinique, il faut d'abord faire un peu d'anatomie et un peu de physiopathologie toujours. On ne peut pas s'empêcher. Donc on va continuer comme ça, puis ça va venir, les diapos. Le premier angle, c'est l'angle anatomique. Donc il faut savoir que dans le cerveau humain, il y a deux zones principales, l'extérieur et l'intérieur. Donc à l'extérieur, ce sont les neurones. À l'intérieur, c'est la substance blanche. Mais pas que, puisqu'il y a une petite zone de neurones à l'intérieur du cerveau qu'on appelle les noyaux gris centraux. Centraux parce qu'ils sont à l'intérieur du cerveau. Donc, on va distinguer deux démences. Une démence extérieure, corticale, où il y a plusieurs types de démence, et une démence intérieure, sous-corticale, et qui va pouvoir aussi toucher les noyaux gris centraux. Jusque-là, ça va? Sans schéma? On continue. Donc, dans la démence corticale, vous verrez qu'il y a plusieurs atteintes différentes, selon le lobe qui est atteint. Dans le cerveau, il y a différents lobes, et chacun a une action, une responsabilité qui lui est propre, comme par exemple le langage, la mémoire, évidemment ça va nous intéresser, mais aussi la vision, l'interprétation et la lecture de la vision, mais aussi le savoir-faire, ce qu'on appelle les praxies, pour le lobe pariétal. Magnifique, merci, hein. Désolé. Ça chauffe. Ok, c'est moi qui chauffe. Et aussi le lobe frontal, bien entendu, qui est le plus important du cerveau. Donc, à chaque lobe, sa démence. C'est assez simple, hein. Donc, la démence qui va nous intéresser le plus, c'est la maladie d'Alzheimer, bien entendu. Merci beaucoup. Je veux bien, excuse-moi. Sinon, je vais recasser le truc. Pardon pour le dérangement. Donc, c'est la troisième. Voilà. Donc là, les repères anatomiques avec nos différentes démences. On va en parler rapidement et surtout, vous allez voir qu'elle a intérêt ça dans les éléments dont on va se servir pour le diagnostic, notamment le bilan neuropsychologique. Ensuite, on parlera de démence sous un angle physiopathologique avec les deux grandes protéines qui ont été décrites dans la maladie d'Alzheimer. Puis, on verra quelques repères cliniques. Donc, je vous disais, substance blanche qui est en gris, évidemment, et substance grise qui est en blanc et substance blanche qui est en gris. C'est comme ça l'IRM en séquence flair. Et donc, les noyaux gris centraux qui sont ici, on appelle ça les ganglions de la base aussi. Et donc, chaque lobe correspond une démence, comme on va le voir tout de suite. Donc, la maladie, donc on peut appeler ça démence corticale. C'est vraiment la superficie du cerveau, c'est l'extérieur. Donc, la démence temporale interne, c'est la maladie d'Alzheimer qui touche d'abord l'hippocampe. La démence occipitale, c'est le syndrome de Benson. On en parlera si vous voulez, mais tout ça, c'est assez anecdotique quand même, hein. 90% des démences sont des démences d'Alzheimer quand elles sont corticales.
La démence pariétale, c'est l'apraxie primaire progressive. Il y en a deux autres pour le lobe temporal, c'est l'aphasie primaire progressive, parce que le lobe temporal en arrière, c'est le langage, en avant, c'est la mémoire. Et puis après, vous avez la démence sémantique, qui est une petite variante. Et enfin, la démence frontotemporale, qui est assez connue. On en a quand même quelques-uns ici en Calédonie qui souffrent de cette maladie. Donc tout commence avec Alois Alzheimer, qui, anatomopathologiste, a étudié et dessiné ces petites cellules qui dégénèrent. Et cette dégénérescence, elle est assez bien dessinée. Vous voyez le schéma, la coupe anatomopathologique de l'autre côté. Donc ça correspond bien. Et on va voir pourquoi il y a cette dégénérescence neurofibrillaire, mais elle touche principalement le cortex cérébral. Donc on a un processus actif de dégénérescence qui touche le cortex cérébral. Et selon l'endroit où l'atteinte va commencer, on va appeler cette démence de telle ou telle manière. Donc, ça commence comment? Un premier diapo. Donc, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer, bien entendu, d'abord, avant tout. Donc, ça commence dans le cortex transentorhinal, c'est-à-dire vraiment très proche de l'hippocampe, là, juste à côté. Ensuite, le cortex transentorhinal, mais un petit peu plus à l'intérieur. Ensuite, l'hippocampe. Là, ça s'appelle le syndrome hippocampique. Donc, c'est une amnésie pure. Il n'y a que cette zone de la mémoire qui est touchée. Et puis, ça continue avec un cortex temporal antérieur qui est beaucoup plus atteint. Ensuite, ça continue avec le cortex temporal inférieur. Et puis, on peut continuer à passer. Le moyen, on reste toujours dans le lobe temporal. Et puis, ça s'étend vers différents autres cortex, notamment en arrière, assez rapidement aussi en avant. Les aires du langage sont touchées. C'est important dans la maladie d'Alzheimer, retenez ça. Quand le langage est touché, le malade est beaucoup plus grave que quand il a juste cette atteinte de mémoire. Donc il faut dépister l'atteinte du langage. Et ensuite, ça se termine au stade 10, c'est le dernier. C'est l'atteinte diffuse de tous les lobes, notamment le lobe frontal, les troubles du comportement, bien sûr, mais surtout l'atteinte de deux grandes fonctions, les fonctions exécutives qui sont les fonctions frontales et les fonctions instrumentales, instruments pour le langage, mais aussi les praxies, le savoir-faire, etc., qui sont postérieures. Donc, fonctions exécutives, c'est les fonctions antérieures, frontales, les fonctions exécutives, c'est les fonctions postérieures. Je n'ai pas la prétention de faire un cours de neuropsychologie ce soir, mais retenez juste ça. Atteinte corticale, différents types de lobes. Selon où ça commence, ça donne le nom de sa maladie, et elles sont différentes. Vous avez vu ces différentes maladies. Et ensuite, à la fin, ça finit effectivement par une atteinte qui sera commune à toutes les démences, bien entendu. C'est le stade ultime de la maladie d'Alzheimer, la démence au stade terminal. Donc en fonction de cette évolution, vous avez différentes choses qui vont évoluer. Vous allez avoir une atrophie cérébrale, bien sûr, on va le voir, mais vous avez aussi le MMS. Donc tout le monde connaît le MMS. Donc vous avez les différents stades de MMS qui sont marqués là, et qui sont vraiment des MMS cibles. Quand on est en dessous de 25, quand on est à 25, on a un trouble cognitif, c'est sûr. Alors après, ça s'interprète en fonction du niveau socio-éducatif, évidemment. Mais quand même, quand on est à 19, c'est absolument certain qu'on est déjà très très malade. Et à 10, on a une démence qui est sévère, en dessous de 10. Donc, en fonction de ça, vous avez les années, vous voyez, de 1 an. Donc l'évolution, elle est inexorable. Elle est lente, c'est une courbe qui descend. Elle est plus ou moins lente selon que vous avez fait beaucoup d'études ou pas. Elle est plus ou moins lente selon que vous avez beaucoup de relations sociales ou pas. Et elle est plus ou moins lente selon d'autres mécanismes, bien sûr, si vous êtes hypertendu, si vous avez un diabète, etc. Si vous ne vous traitez pas, ça va encore plus vite. On en reparlera. Donc la maladie d'Alzheimer, elle s'enrichit au fur et à mesure de symptômes différents. Il y en a un que je voudrais que vous notiez ici, c'est les troubles du comportement initiaux, notamment l'apathie et les syndromes pseudo-dépressifs, qui sont assez caractéristiques du début de la maladie d'Alzheimer. Et puis un autre que je voudrais que vous notiez aussi, qui est en dessous de 19, c'est les troubles du langage. Ça, c'est vraiment important, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis à la fin, évidemment, le malade ne sait plus ni s'habiller, ni manger, ni marcher, d'ailleurs. Il est totalement dépendant au bout de quelques années. Des fois, ça va beaucoup plus vite. Là, je ne vous ai pas parlé des progresseurs rapides, des progresseurs lents, parce que c'est encore un autre sujet. Mais en gros, voilà, à un moment ou un autre, le malade va atteindre ce stade s'il n'a pas un traitement miraculeux qui apparaît d'ici là. Donc, on va avancer. Merci. Et donc, c'est tout à fait en lien de manière vraiment mathématique avec l'atrophie. Et l'atrophie qui va nous intéresser dès le début du diagnostic, c'est l'atrophie corticale
de l'hippocampe, puisque vous avez vu que c'est ce qui a été touché en premier, stade 1, 2 de la maladie, entorhinale et puis ensuite corticale, vraiment pour l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est cette petite structure qui ressemble à un 2 d'antenne 2 avant, et puis après ça devient un Z, c'est un petit peu plus... Et au fur et à mesure, vous voyez que l'atrophie s'installe, vous voyez de plus en plus de liquide. Donc ça, c'est le liquide, donc c'est le LCR, il est de plus en plus noir parce qu'il y a une atrophie du cortex hippocampique de plus en plus important. Et ça, c'est valable des deux côtés. Ça peut commencer d'un côté principalement et s'étendre ensuite à l'autre côté, mais ça s'appelle les stades de Scheltens, et vous pouvez le demander, le radiologue est censé vous les fournir. Et effectivement, si vous tapez sur Internet stade grade 4 de Scheltens, ça fait flipper tout de suite. Hein. Donc si c'est sur le compte-rendu du radiologue, le malade va comprendre très rapidement où sa famille. Mais cette atrophie qui touche l'hippocampe, elle touche les autres endroits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon l'endroit où la maladie a commencé, la dégénérescence. Pour une dégénérescence frontotemporale, le lobe frontal, en avant, ici. Pour une aphasie primaire progressive, le lobe temporal sur le côté, vous voyez que le lobe frontal est plutôt épargné. Ici, vous voyez que le lobe postérieur est épargné. Et pour une démence, un syndrome de Benson, très rare, on a 2 patients Benson ici en Calédonie, eh bien, vous avez une atrophie postérieure qui est très importante. Quand vous regardez en bas et en haut, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Le lobe frontal est épargné. Les patients ne marchent pas, ils se perdent complètement. Ils ont quasiment une apraxie dans tous les actes de la vie quotidienne qui justifient l'utilisation de la vision. C'est très compliqué à vivre au quotidien. Voilà, donc ça c'est l'atrophie, marqueur de cette dégénérescence. On reste dans les repères anatomiques. Donc ça c'était pour les démences corticales, vous me suivez toujours ? Après, maintenant, voyons les démences sous-corticales, donc l'intérieur. On n'est plus à l'extérieur, on est à l'intérieur. Et là, c'est le tissu de la substance blanche qui va être touché. Par quoi est touchée la substance blanche ? Comme dans toutes les autres maladies, par ce qui touche les artères principalement. Donc, ce sont les démences vasculaires. Et c'est la principale maladie ici en Calédonie. Hein. Démences vasculaires sont précoces, elles sont très sévères. Nous, on les voit en neurologie bien plus dramatiques qu'en métropole. Hein. Alors, on a des patients Alzheimer, mais des personnes âgées, il y en a en Calédonie beaucoup, bien sûr, mais des patients déments jeunes, on en a énormément. Et donc, la démence vasculaire, on n'a pas de statistiques précises, mais pour nous, les neurologues, elle est prépondérante. Mais on a un regard qui est biaisé. Après, vous avez une atteinte des noyaux gris centraux, ça fait partie de l'intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, on retrouve la maladie de Parkinson qui donne une démence, hein, pas tout de suite, mais qui arrive assez rapidement quand même, qui est légère et qui évolue lentement, mais qui est réelle. La PSP, ou maladie de Still-Richardson-Oslewski, et l'atrophie multisystématisée qui contient plusieurs maladies. Ce sont des maladies, qui sont des maladies de l'intérieur du cerveau. Donc, la démence vasculaire, la principale, une avec l'atteinte des noyaux gris centraux, et puis vous avez d'autres maladies qui atteignent la substance blanche. Ça peut être une maladie infectieuse comme la syphilis ou le sida, ça peut être une maladie métabolique, ça peut être une maladie génétique, ça peut être une hydrocéphalie à pression normale, on verra une petite vignette tout à l'heure là-dessus, et ça peut être aussi lié à des rayons. Tout ça, ça peut atteindre la substance blanche et ça peut donner des troubles cognitifs et amener à une démence, officiellement démence, c'est-à-dire avec une atteinte du comportement, le MMS bas, etc. Évidemment, l'évolution ne va pas être comme celle de la maladie d'Alzheimer, lentement, progressive. Elle va être par paliers, notamment. Donc, si je reprends tout ce que je viens de vous dire, dans un schéma extrêmement clair, donc d'un côté les démences corticales, de l'autre côté les démences sous-corticales. Donc là, déjà, celle-là, vous avez compris où elle se situait. Donc, on ne peut pas mettre celle-là de l'autre côté. C'est une erreur vraiment importante. Vous allez voir pourquoi. Et puis, de l'autre côté, toutes ces maladies, dont génétique, la maladie de Huntington, 3 patients en Calédonie, enfin un peu plus même, puisqu'on a découvert une famille, on n'a pas encore fait tous les diagnostics. La maladie de Steinhardt, très très rare, mais bon, d'autres comme les leucopathies post-radiques, on en a quelques-unes. Voilà. Et puis surtout celles qui sont liées aux démences parkinsoniennes. Et puis au milieu, celles qu'on n'a pas encore bien classées, on appelle ça les alpha-synucléinopathies. C'est la démence mixte, bien sûr, qui mélange démence vasculaire et Alzheimer. Ça, c'est la première et c'est la plus fréquente aussi. Mais là aussi, la maladie des cordes de Lewy diffus et les dégénérescences cortico-basales. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Il y en a une que je vais vous présenter à titre anecdotique, mais on va pas pouvoir traiter toutes les démences. Je veux simplement clarifier vos idées
démence sous-corticale, démence corticale. Voilà, ça déjà c'est bien comme système. Et vous allez voir que ça va avoir une conséquence clinique directe qu'on va voir maintenant. Et là, on rentre dans le bilan neuropsychologique. Bon, je ne vais pas le détailler, bien entendu, mais je vais vous montrer juste ce petit test qui est issu d'une batterie française, ça s'appelle la batterie de Dubois et Milon. Et ce petit test, c'est l'épreuve des 5 mots. Et ça, c'est super facile à faire au cabinet. Et les neurologues, ils le font tout le temps lors des consultations. Ça ne prend pas très longtemps. Donc, je reprends si vous ne le connaissez pas. Donc, vous avez 5 mots. Et ces 5 mots, il faut les faire apprendre au patient en face de vous. Donc, vous lui notez sur une feuille, si vous n'avez pas, ou sinon vous l'avez imprimé avant, les 5 mots. Donc, dans ces 5 mots, si ma mémoire est bonne, il y a limonade, passoire, sauterelle, camion et musée. Voilà. Donc, la sauterelle, c'est un insecte. La passoire, un ustensile de cuisine. Le camion, un véhicule. Le musée, je ne me suis pas trompé? Non, c'est ça. Hein. Le musée, un bâtiment. Et il manque la limonade, qui est une boisson. Donc, pourquoi est-ce que je rajoute l'aspect sémantique du mot, limonade, boisson? Parce que cette sémantique va l'aider à indicer le mot. Donc, il y a plein de boissons différentes. Okay, Coca, machin, tout ça, Pepsi, truc. Donc, si vous dites boisson, lui, il va ranger la limonade dans la case boisson. Et ça, c'est l'hippocampe qui va le faire. Donc, vous lui donnez les 5 mots. Vous lui dites de les lire. Vous lui dites quelle est la limonade. Non, quelle est la boisson. Quel est le musée, le bâtiment. Quel est l'ustensile de cuisine. Il vous dit passoire, machin. Vous vérifiez qu'il a bien indicé. Vous cachez, vous lui faites répéter. Et vous cochez les 5 premières cases. S'il a tout bien répété. Voilà. Puis ensuite, vous lui faites un autre test. Vous pouvez en profiter pour faire, par exemple, un test de calcul basique, du MMS, le 100-7, par exemple. Puis ensuite, une fois qu'il a fait une petite épreuve de distractibilité, de distraction, vous lui redemandez les 5 mots. S'il vous les sort tout de suite, c'est facile. S'il ne vous les sort pas, vous lui dites « Ah, mais rappelez-vous, il y avait un insecte. » C'est quoi? La sauterelle. Et donc, vous cochez. S'il ne s'en rappelle pas, ça veut dire qu'il n'a pas indicé. Et ça, c'est pas bien. Parce que s'il n'indice pas, ça veut dire que le mot, il est rentré, ou pas d'ailleurs, peut-être, mais s'il est rentré, en tout cas, il ne peut pas le ressortir parce qu'il ne l'a pas rangé au bon endroit. Et ça, c'est typiquement l'atteinte corticale. C'est typiquement l'hippocampe qui fait ça. Donc, s'il vous retrouve tous les mots sans problème, bah, aucun problème. S'il ne vous retrouve pas tous les mots, et si l'indissage fonctionne, c'est sous-cortical. Si l'indissage ne fonctionne pas, c'est cortical, attention, c'est une maladie d'Alzheimer. Ça vous va? Voilà pourquoi on parle de cortical sous-cortical. Ça, c'est le test basique. Pas d'indissage, pas d'atteinte corticale, c'est le message à retenir. Mais il y a un test qui est vraiment celui qu'on doit utiliser, qui est juste après, qui s'appelle le RI16. Rappel libre, rappel indicé, 16, parce qu'il y a 16 mots, c'est facile à retenir. Donc, on vous présente des mots comme ça. Ne me demandez pas ce que c'est un cantalou. Et on vous présente des mots, et j'ai oublié de regarder. Et on vous dit, c'est quoi la danse? C'est une valse. Donc on indice pareil ces 4 mots qui sont sur une planche. On pose la planche, on demande la même chose aux patients. Donc là, c'est fait dans le cours d'un test neuropsychologique comme ceux qu'on fait dans le service ou qui sont faits au CHS. Et donc on leur demande de mémoriser ces mots en les indissant. Et on fait des rappels. On fait un rappel libre et on fait un rappel différé. On fait un rappel sans indissage et on fait un rappel indicé. Quasiment tous les rappels sont indicés dans le RI16, mais parce que c'est plus facile. Voilà. Et donc là, on fait la différence entre est-ce que le patient se rappelle simplement ou est-ce que l'indice, il aura besoin d'un indice? Et est-ce que le rappel différé fonctionne ou pas? Donc ça, c'est des renseignements qui vont être exactement les mêmes en termes d'interprétation que de ce qu'on vient de voir de la batterie de Dubois, des 5 mots. Et puis, on va voir apparaître des choses incroyables, comme par exemple des intrusions. Le patient va vous dire « Non, il y avait lion. Oui, je vous assure, il y avait lion. » Alors qu'en fait, il n'y avait jamais eu lion. Ou alors, il va faussement reconnaître un mot. Il va dire « Oui, celui-là, je l'ai vu. » Et en fait, ce n'était pas le bon mot. Ça, c'est aussi typique de la maladie d'Alzheimer, c'est la démence corticale. Alors que si jamais il se rappelle bien, je ne me rappelle plus parce qu'il n'est pas concentré, mais que finalement, quand même, quand vous lui dites il y avait une fleur, ah oui, c'était jonquille, ben, ce n'est pas un Alzheimer. Enfin, je schématise, hein. Mais en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, à la fin, il y a ce petit schéma extrêmement simple. Rappel bas, rappel indicé, rappel libre bas, rappel indicé haut. Eh ben, c'est une atteinte sous-corticale, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire le patient,
quand vous l'encodez, quand vous lui donnez l'indice, il le retrouve. Ça veut dire qu'il a gravé dans l'hippocampe. Ce n'est pas une atteinte corticale, c'est une atteinte sous-corticale s'il se plaint. Par contre, si les deux sont très bas et si l'indice pas, c'est une atteinte de maladie d'Alzheimer corticale. C'est bon ça? Je sais pas. Ok. Après, bon, pour le reste, l'atteinte mixte, ben, c'est un peu plus. Voilà. Donc, les conséquences de ça, elles sont extrêmement. Je ne vais vraiment pas détailler ce schéma. C'est juste pour vous dire que le raisonnement, il inclut ce test pour un neurologue. Alors, je ne sais pas le gériatre, mais je crois aussi un peu quand même pareil. Hein. En tout cas, pour nous, je parle pour les neurologues. Il inclut vraiment le test de la mémoire pour les patients Alzheimer. Et c'est vraiment l'indissage du RLRI16 qui va nous guider pas que bien sûr, hein, mais qui va nous guider dans le diagnostic. Et donc vous voyez, il est en haut, et ensuite il va, en fonction de comment il a été interprété, il va nous guider. Ensuite on va tester avec d'autres tests que je ne vais pas bien sûr détailler, les fonctions instrumentales et les fonctions exécutives. Je rappelle, fonctions instrumentales plutôt les lobes postérieurs qui font, et la fonction exécutive plutôt le lobe antérieur qui réfléchit, le frontal. Donc ils sont atteints, ben, c'est une démence de type Alzheimer. S'ils ne sont pas atteints, ben, c'est peut-être ce qu'on appelle un mild cognitive impairment, c'est-à-dire un Alzheimer tout à fait débutant, notion que je n'ai pas discutée, mais qu'on pourra discuter après si vous voulez. Après, s'ils sont normaux, ben, on est plutôt dans une autre type d'atrophie lobaire, qui pourrait être une démence corticale non Alzheimer, parce que dans le Benson, par exemple, eh ben, ils sont atrophiés en arrière, mais ils ont une très bonne mémoire, hein. Pas de problème de mémoire. Visuelle pas terrible, mais auditive excellente. Donc vous voyez, voilà, on classe comme ça toutes les maladies au final avec un classement clinique, mais qui est basé sur un raisonnement anatomique. C'est cortical, on n'indice pas. C'est sous-cortical, on indice. Une dépression, par exemple, le patient va indicer très bien. Il peut avoir tous les tests échoués, il peut ressembler à un Alzheimer, c'est typique ça, on s'est tous fait avoir, et puis hop, il va quand même réussir à indicer. Voilà. Bon, il faut que je me hâte. Le deuxième repère, c'est le repère physiopathologique. On ne va pas faire trop compliqué, vous inquiétez pas. Donc là, il y a deux protéines qui sont décrites depuis 20 ans à la maladie d'Alzheimer. Deux protéines essentielles au métabolisme en fait, dégénératif de ces fameuses dégénérescences neurofibrillaires décrites par Alois Alzheimer et qui atteignent la substance grise, l'apparition de plaques séniles bêta-amyloïdes et ensuite l'apparition de protéines tau dégénérées qui vont s'appeler les protéines phospho-tau. Donc il y a deux protéines bêta-amyloïdes et tau qui vont s'opposer. Et toute l'histoire des traitements dont on nous parlera tout à l'heure peut-être à la fin sur les anticorps monoclonaux, elle va reprendre ces deux idées, l'hypothèse bêta-amyloïde ou l'hypothèse tau. Voilà. Et ça a des conséquences, non plus trop sur l'atrophie là, mais on va voir des conséquences sur l'imagerie fonctionnelle. Donc ces protéines, alors la protéine tau, c'est une protéine fibrillaire qui existe dans le neurone, le corps du neurone, mais aussi un peu dans le début de son axone, et qui va subir une phosphorylation qui va lui donner cette espèce d'aspect là, qui lui va perturber le fonctionnement neuronal de la cellule, mais aussi la conduction. Et les plaques qu'on décrit dans la maladie d'Alzheimer, les plaques séniles à bêta-amyloïdes, qui vont s'accumuler dans toutes les régions du cerveau, principalement au départ. C'est comme ça qu'on a découvert la progression dans la maladie d'Alzheimer. D'abord dans l'hippocampe, puis ensuite dans le lobe temporal inférieur, puis dans le lobe temporal postérieur, puis etc. etc. C'est ces fameuses plaques bêta-amyloïdes qui sont en fait des déchets de poubelle non ramassés et qui au fur et à mesure dégradent le fonctionnement cérébral. Donc là on est dans l'intracellulaire, c'est vraiment un peu compliqué. D'ailleurs c'est vraiment les traitements qu'on a développés que depuis 1 an ou 2. C'est les plus compliqués à développer. Et ça, c'était plus facile de ramasser les poubelles. Donc, c'est les traitements anti-corps monoclonaux qui ont été étudiés depuis maintenant une dizaine d'années. C'est plutôt ça, ramassage poubelle. Donc, en gros, je vais faire vite. Je voulais mettre Kamala Harris et puis Donald Trump. Et finalement, j'ai mis Alien et Predator. Donc, c'est ces deux protéines qui s'affrontent dans notre raisonnement. La première, donc je vous l'ai dit, elle est dans le corps du neurone et elle va être à l'origine de la dégénérescence neurofibrillaire d'Alzheimer. Elle va se phosphoryler et donc son taux va augmenter, c'est le cas de le dire.
Et ensuite, comme le nombre de taux augmente, eh bien, ça va passer dans le sang, ça va passer dans le liquide céphalorachidien, et c'est important parce que c'est la PL derrière qu'on va faire qui va nous aider. Donc on a dans le liquide céphalorachidien, du fait de cette accumulation de protéines phosphorylées anormales, une augmentation de la protéine phosphoto et une augmentation aussi de la protéine tau parce qu'il y a un relargage par ces cellules qui se détruisent. Okay. Pour la plaque amyloïde, c'est les poubelles, donc elles s'accumulent, mais elles s'accumulent dans le cerveau. En fait, la protéine amyloïde, c'est une protéine qui a une certaine utilité quand même dans le corps, dans le cerveau, et donc elle est normale qu'elle circule. Et là, elle ne circule plus, elle se fixe à des endroits, dans les poubelles, et elle vient perturber le fonctionnement cérébral. Et donc, comme elle est fixée dans le cerveau, elle est moins présente dans le LCR, et on voit un effondrement de la protéine Abeta142, notamment dans le liquide céphalorachidien. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire le savant, c'est parce que ça a une action directe sur notre diagnostic, notamment grâce à la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, on vient de le voir, la protéine phosphoto et tau sont augmentées, les deux protéines, et la Abeta142 effondrée. On vient de le voir. Voilà. Et c'est que dans cette maladie-là, en fait. Dans la démence vasculaire, regardez, magnifique, il n'y a pas du tout ça. Voilà. Donc c'est génial parce que du coup, vous faites une PL. Alors, ce n'est pas 100%, bien sûr. Puis ça dépend du niveau de destruction. Donc ça dépend du début ou pas de la maladie. Plus c'est tôt, moins il y en a. Plus c'est tard, plus il y en a de ces anomalies. Mais en moyenne, vous voyez, c'est une très bonne aide diagnostique. Donc voilà pourquoi la neurophysiologie nous aide. Et pas que dans la ponction lombaire, mais elle nous aide aussi dans l'exploration neurophysiologique, neuroradiologique. Alors là, il faut cliquer là, je crois. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Merci. Donc ça, c'est un... Donc on n'a pas de PET scan, bien sûr. Si on en avait, je vous détaillerai plus, mais là, on va juste passer. Mais pour un patient témoin, eh bien, vous avez une fixation normale de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau. Et vous voyez que ce n'est pas en périphérie, c'est plutôt en profondeur. Et en fait, quand on ne ramasse pas les poubelles, eh ben, elle va s'accumuler partout, cette protéine. Ça se voit quand même. Et surtout à l'extérieur. Voilà, il y a une différence. Bon, vous avez vu la différence. Et ben, du coup, voilà, on ramasse les poubelles, on est témoin, on ne les ramasse pas, on est Alzheimer. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont consisté à essayer de ramasser ces poubelles. Avec pas forcément toujours un grand succès. Donc voilà l'imagerie de la plaque bêta-amyloïde, mais il y a d'autres imageries. Je ne rentre pas dans les détails, mais on fait même des imageries pour l'alpha-synucléinopathie. Je ne vous ai pas parlé de cette protéine-là, c'est la démence de Cordes-Lévy en particulier. Et on a aussi une imagerie PET scan pour ça, TEP scan pour ça. Revenons à la clinique, parce que je suis neurologue et que c'est surtout ça qui compte. Mon troisième repère, c'est le repère clinique. Donc on a quand même vu un peu de clinique avant, notamment avec le bilan neuropsychologique. Mais la clinique, quand même, de base, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en consultation face à un patient qui vient avec une plainte mémoire. Alors, je me suis posé cette question. Donc le plan, il est construit comme ça. Comment je me suis posé la question et comment j'essaye d'y répondre. Donc avant tout, c'est la première question que je pose, c'est qui se plaint? Est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est la famille? Parce que si c'est la famille qui se plaint, ça craint. Première chose. Le patient, Alzheimer, il est anosognosique de son trouble, donc il ne s'en rend pas bien compte, et lui, tout va bien. Tout va bien, monsieur? Oui, oui, tout va bien, moi ça va, ça va. Et puis à côté, la femme qui fait non, ça va pas du tout. Donc, depuis quand? Parce qu'évidemment, si c'est il y a 3 semaines, c'est pas la même chose que si c'est il y a 3 ans. Donc le depuis quand, il est très important. Et avec le depuis quand, il y a le comment. Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va lentement? Et on vous dira sûrement tout à l'heure qu'il y a une très grande tolérance de l'environnement. Toujours. Très grande. Quand on vient vous voir, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg que vous voyez. Parce que si vous étiez à la place de la femme, je ne suis pas sûr que vous supporteriez les comportements du monsieur. Donc il y a une très grande tolérance qui est liée à l'amour, qui est liée à plein de choses. Mais voilà. Donc le depuis quand, souvent il est minoré. Hein, souvent on vous dit « Ah, ça fait 1 mois ». Mais en fait, non, ça fait 1 an déjà. Et quand vous posez la question, dans le depuis quand, mais il sort faire les courses maintenant encore? Ou est-ce qu'il fait les impôts? Ah non, bah non, ça fait 3 ans qu'il a arrêté de faire les impôts. Donc le depuis quand n'est pas une question facile. Et après, il y a les antécédents qui sont hyper importants, toujours en médecine. Donc si vous le voyez pour la première fois, vous ne les avez pas, donc il faut les chercher.
Est-ce qu'il a fait un AVC? Est-ce qu'il a un antécédent de traumatisme crânien? Est-ce qu'il a fait des épisodes confusionnels? Par exemple, il allait se faire opérer à la clinique et ça s'est pas bien passé, non, c'est pas vrai. Et derrière, il a fait un épisode par sa prothèse d'ange. Derrière, d'un seul coup, il est devenu complètement confus. Donc voilà, ça, c'est important parce que c'est des signes précoces aussi qui peuvent nous... Voilà. Est-ce qu'il a eu des MST, notamment une syphilis, bien entendu, des antécédents psychiatriques, mais attention, ne les classez pas trop vite. Et est-ce qu'il a une atteinte auditive ou visuelle? Mais ça, vous le savez très vite en général, et ça peut perturber votre interrogatoire. Est-ce qu'il a des traitements? Parce que, évidemment, s'il est sous neuroleptique ou sous un lourd traitement antipsychiatrique, enfin psychiatrique, ça va changer votre manière de voir les choses. Est-ce qu'il a un retentissement voilà. Est-ce qu'il a un retentissement sur la vie quotidienne? Ça, on va vous en parler. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais c'est fondamental, bien sûr. Hein. C'est un élément clé du diagnostic et du retentissement de la maladie qui va savoir si on doit agir vite, et notamment dans les mesures sociales. Et est-ce qu'il existe une dépression, des troubles de la marche? Alors, des troubles de la marche, c'est aussi des chutes. Hein. Donc, c'est un patient chuteur qui a des problèmes de mémoire, c'est un drapeau rouge, on y reviendra. Est-ce qu'il y a des hallucinations? Ça aussi, c'est un drapeau rouge, c'est la maladie des corps de Lévy, hallucinations visuelles dès la première année. Et puis, est-ce qu'il a des troubles du sommeil? C'est important. Des troubles du langage et du comportement, et je rajouterai les troubles du comportement alimentaire qui sont très à la mode en ce moment, notamment dans les démences. Il faut chercher les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes filles et chez les patients déments. Comment est son état général? Évidemment, s'il a de la fièvre, s'il a une altération de l'état général, vous devez le savoir, il faut le noter. Après l'examen clinique, donc il y a plusieurs choses, mais moi surtout, j'attire votre attention sur votre sens clinique que vous avez très aiguisé sans le savoir. C'est le premier coup d'œil. Il rentre dans le bureau, comment il marche, voilà. Donc ça, au début, quand on sort de l'internat, ça on ne sait pas trop, puis à la fin, vous faites plein de diagnostics rien qu'en le regardant entrer dans le bureau, comment il marche, s'il n'y a qu'un seul bras qui bouge, s'il est tout comme ça, avec une apraxie de la marche, etc. Mais vous verrez aussi s'il tremble, surtout s'il s'assoit et qu'il se met à trembler avec un tremblement de repos. Vous verrez sa posture, voûté en avant ou au contraire très hésitant, avec une marche précautionneuse, etc. Donc déjà, là, vous avez une idée et vous éliminez pas mal de diagnostics. S'il vient pour une plainte mémoire et qu'il n'est pas parkinsonien, vous enlevez déjà toute la tranche du milieu. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Après, vous irez chercher l'examen clinique neurologique, bien entendu. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va avoir un exemple. Et puis après, vous regarderez l'oculomotricité, vous y penserez parce que c'est intéressant. Sachez qu'avec l'âge, le regard vers le haut est un peu moins bon, mais le regard vers le bas, il est toujours bon. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, si vous devez regarder l'oculomotricité, testez bien le regard vers le bas et sur les côtés. Il y a des gens qui sont une paralysie supranucléaire progressive qui ont un regard comme dans un bain d'huile, qui vraiment se fait très lentement avec un retard à l'allumage. Vous ferez le pull test en prenant le patient par les épaules et en le tirant en arrière pour voir s'il a une posture axiale solide ou s'il se casse la figure, comme une statue. Donc il faut être prêt à le récupérer, bien sûr. Hein. Voilà, parce que des fois, ils sont... ça, c'est un élément important. Je vais vous en montrer un type de pose test. Après, vous regarderez s'il a un syndrome dysexécutif, avec notamment le syndrome frontal, la désinhibition, l'inhibition, le collectionnisme, le paume-point-tranche. Vous regarderez s'il a un syndrome pseudobulbaire, enfin bref, tout ça. Et puis, vous chercherez éventuellement une hypotension orthostatique. En gros, il faut vraiment faire ça. Ça, c'est pas mal aussi quand même. Ça, si vous pouvez quand même regarder, mais vite fait, voilà, c'est déjà pas mal. Hein, ça vous oriente bien déjà. Hein, après, c'est plus neurologique. Le MMS ou le MoCA, c'est vraiment des tests qui sont essentiels. Hein, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça va vite quand même. C'est vraiment des tests d'orientation importants. Alors, donc, c'est des vieilles images qui datent d'une autre époque. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Le coup d'œil du maquignon, comme disaient nos anciens. Donc, il n'a pas l'air flamme quand même déjà, un peu ralenti, quoi. Il marche, alors on ne voit pas son demi-tour, il est très décomposé. Il marche sans balancement des bras, il n'est pas très vif. Il a une posture voûtée en avant. Comme ça, il fait un peu parkinsonien, non? Comme ça. Par contre, vous avez remarqué qu'il ne tremble pas. Voilà le pull test, fait par mon maître, le professeur Renard.
Le tremblement, il n'y en a pas. Par contre, regardez, si vous voyez bien, c'est vraiment pas terrible, mais vous voyez des myoclonies. Les petits mouvements là, de tressautis du... Vous les voyez? Ah. Alors là, c'est le diagnostic. Alors après, on regarde s'il a un grasping et on regarde si ça aggrave les myoclonies. On fait les deux en même temps. Bon, là, il n'a pas trop bien cherché le grasping, mais on regarde les myoclonies, vous allez voir, elles sont déclenchées à la stimulation. Tu vois? On en voit un peu plus. Alors on lui demande de lever les bras. Regardez les yeux. Il est complètement écarquillé. Vous voyez quelques myoclonies à droite. Hop, hop. Des myoclonies positives vers le haut, négatives vers le bas. Négative, c'est encéphalopathie. Alors là, on lui demande de faire ça. Il faut vous entraîner chez vous régulièrement. Bon, voilà, là c'est compliqué quand même, hein, à la main droite. Mais alors là, la main gauche, pardon. La main droite, c'est pire. Regardez la main droite. Là, il ne sait plus rien faire de sa main droite. C'est absolument catastrophique. Il y a des petits mouvements comme ça. On se demande même si vraiment il essaye. Bon, il essaye quand même, le pauvre. Mais vraiment, c'est difficile. Il y a quelques myoclonies qui viennent se surajouter à ça. Bon, là, il y arrive un petit peu mieux. Là, il a des myoclonies qui viennent perturber le mouvement. Et bon, c'est quand même très lent et très difficile. Je continue à vous le montrer parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'enseignements dans cette... Donc là, vous faites votre raisonnement, bien sûr, en même temps que vous l'examinez. Vous vous dites, bon, alors là, c'est quoi? C'est cortical ou c'est cortical? Là, ici, le tapping du pied. Il y arrive encore un peu. Bon, là, c'est un peu long. À l'époque, on faisait des vidéos un peu trop longues, mais je n'ai pas pu la couper. On se pensait peut-être moins ennuyeux. Alors, les regards, regardez. Levez les yeux vers le haut. Regardez à droite. C'est pas facile, hein? Regardez à gauche. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un interrogatoire pour savoir qui se lance sur le diagnostic. C'est une maladie qui est très rare. C'est une maladie qu'on voit vraiment pas souvent. C'est une dégénérescence cortico-basale qui associe syndrome parkinsonien, démence, et on dit cortico-basale. C'est intéressant ce mot parce que si vous arrêtez 2 minutes sur ce mot, vous avez le diagnostic dedans. Basal, c'est les ganglions de la base, c'est les fameux noyaux gris qu'on a vus au tout début, profond là, voilà. Ça c'est le Parkinson, c'est le syndrome parkinsonien, atypique bien sûr, c'est pas un Parkinson, mais vous voyez qu'il y a une atteinte des ganglions de la base, donc il y a les mouvements parkinsoniens. Vous voyez la kinésie, la rigidité, la posture, voilà, ça c'est parkinsonien. Et puis vous avez des géances cortico-basales. Cortico, c'est le cortex. Et vous avez une apraxie complète qui est, elle, corticale. Le patient ne sait plus faire. Ça, c'est cortical. Vous avez des myoclonies qui sont souvent corticales, quand même plus souvent que sous-corticales. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais voilà. Donc, vous avez une atteinte corticale, une atteinte sous-corticale. C'est une dégénérescence cortico-basale. Je ne vous montre pas ça pour faire le diagnostic, on s'en fout, mais c'est juste parce qu'il y avait tous les éléments que j'avais cités précédemment dedans. Il n'est pas cérébelleux, il n'a pas un pool test qui est positif. Ce n'est pas une PSP, une paralysie supranucléaire progressive. Je vous ai perdu, mais c'est pas grave, c'était pour le... Voilà. Alors, je reprends les éléments. La rigidité, la pauvreté des mouvements. Vas-y, vas-y, merci beaucoup. Myoclonie, main droite, pool test, machin. Hop, ça y est, on a tout vu. On passe. Donc, 3 cas juste. On va faire que de la clinique maintenant, je vais me dépêcher. Donc, vous avez un jeune qui vient, il est stressé. D'abord, son patron, il lui presse le citron. Quand je dis jeune, je dis 48. Hein, ça vous va, ça? 48, 49 et 50, allez, 50. Et il est stressé, voilà, il a beaucoup de pression, et puis il est en train de divorcer. Et alors, il n'arrive pas du tout à se concentrer, mais pas du tout, du tout. Et là, il vient de changer de travail, on lui demande encore plus de boulot parce qu'on lui a donné des responsabilités. Il n'y arrive plus, docteur, j'ai la maladie d'Alzheimer. Bon, j'exagère, mais... Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc là, moi, ce que je fais, c'est que dans ces cas-là, je leur fais un MMS et je fais dans les MMS, il n'y a pas les 5 mots. Je rajoute les 5 mots et je leur dis regardez, c'est normal. Vous voyez? Revenez me voir dans 1 an ou jamais. Donc, et puis, on parle de son stress, tout ça. Donc, est-ce qu'il faut faire une IRM? Normalement, non. Hein. Normalement, il ne faut pas faire d'IRM. Après, s'il est vraiment casse-pied, vous pouvez éventuellement lui proposer une IRM. Ça, on le fait, mais c'est pas bien. Et vous pouvez le revoir. Voilà. Donc lui, c'est la fatigue. Ok. Normalement, on peut s'en sortir sans examen. Puis au pire, vous le revoyez. Après, là, c'est autre chose. Là, c'est la caricature opposée.
Donc là, c'est la personne de 76 ans, amenée par son mari, et qui dit « ma femme, ça va pas du tout, voilà, vous faites un petit MMS, il est bas, elle n'arrive pas à trouver tous ses mots, ça fait finalement 3 ans que ça évolue, mais entre-temps, ils sont partis en métropole, puis ils sont revenus, puis machin, ils n'ont pas vu, machin. » Et en fait, elle a déjà un Alzheimer, en fait, ça c'est sûr, quoi. Donc maintenant, ce qu'il faudra chez cette patiente, c'est repérer les signaux qui doivent vous faire une imagerie. Ça fait 3 ans, c'est à peu près sûr. Voilà, rechercher l'atteinte du langage, les troubles de l'humeur. Il va falloir de toute façon l'envoyer à un gériatre ou à un neurologue, selon l'âge. On en rediscutera. Mais c'est là, je pense qu'on n'est pas très loin du diagnostic, vous voyez. Et la personne, elle vient sur ses 2 jambes. Elle a pour l'instant pas de troubles du sommeil. Elle n'a pas de mouvements anormaux. Voilà, vous la voyez, l'Alzheimer, il est vraiment déambulant. Hein. Ok, donc là, on peut passer. Et les drapeaux rouges, c'est quoi? Donc c'est l'âge jeune, bien sûr. C'est les chutes répétées pour la paralysie supranucléaire progressive. Les hallucinations de la première année qui sont parfois complexes, mais parfois pas, assez piégeantes, de la maladie des corps de Lévy, qui associe démence et syndrome parkinsonien. Les troubles du comportement, la désinhibition, l'agitation, qui nous font penser peut-être pas à un Alzheimer, mais peut-être à une démence frontotemporale. Classiquement, c'est les flics qui sont allés chez la personne qui est à poil devant chez elle. Bon, ça veut dire que c'est déjà un peu évolué là. S'il y a de la fièvre, une altération de l'état général, si l'évolution est très rapide, donc ça on en avait parlé, les antécédents de trauma crânien, parce que ça peut être une hydrocéphalie à pression normale, on va y revenir dans 2 minutes. S'il y a une incontinence, et attention parce qu'il y a toujours une justification à tout. Hein. Oui, je suis incontinent, mais j'ai été opéré de la prostate. Donc non, en fait. Est-ce que vraiment vous êtes incontinent ou pas? Donc voilà, s'il y a des mouvements anormaux, et s'il y a un antécédent d'AVC, et s'il y a un gros diabète pas bien équilibré parce que le patient ne prend pas son traitement, ça peut éventuellement être une grosse tumeur frontale comme là. Alors ça, c'est un méningiome, c'est pas trop grave, mais parfois les patients sont très fatigués et très cognitifs. Donc, je prends un peu de temps là. Le bilan biologique que vous devez rédiger, vous devez en rédiger un devant tout trouble de la mémoire. Désolé, mais c'est comme ça. C'est recommandé en plus, en 2023. Voilà, dedans il y a, vous savez déjà, il y a la thyroïde, la calcémie, le bilan hépatique, vitamine B12, voilà, franchement on le fait, mais bon... Et les sérologies, ici, il ne faut pas oublier la syphilis quand même. Hein. La maladie de Lyme, ça ne sert à rien. Le VIH, c'est vraiment... on n'en a jamais vu. Enfin, on a vu des VIH, mais pas avec des démences. C'est très rare, il faut beaucoup de patients. C'est assez rare. Par contre, la syphilis, ça, c'est possible. Voilà. Donc, l'IRM cérébral est recommandé devant toute démence non expliquée facilement. Voilà. Et du coup, celle qu'il ne faut pas louper, et ça va aller vite, on va s'arrêter après. La première, donc j'ai 5 exemples. J'étais un peu gourmand, mais on va aller vite. Donc le premier, c'est un homme de 44 ans, il est marié, il a 2 enfants, il est agent d'entretien, il m'a dit rondier, agent d'entretien. Il a une hypertension artérielle et il dit que c'est apparu brutalement. Les troubles cognitifs, et sa femme est vraiment sûre qu'il a une maladie d'Alzheimer parce qu'il a un gros problème pour mémoriser les choses. Donc là, évidemment, 44 ans, IRM, quoi, poif. On trouve ça. Donc là, une leucopathie vasculaire cérébrale profonde dans les zones de la maladie des petites artères. Ensuite, on trouve ça, un AVC récent. Et ensuite, on trouve ça, des micro-saignements diffus dans l'ensemble du cortex cérébral. Donc il a 44 ans. Ce monsieur, si on ne fait rien, dans 10 ans, il est complètement dément. Il n'est pas encore dément, mais il va l'être. Il va l'être parce que sa tension artérielle ne sera pas bien équilibrée. Donc ça, c'est notre rôle. Il va l'être parce qu'il a déjà plein à 44 ans de micro. Ça, c'est une tirée de la semaine dernière. Donc il est diabétique. Il ne le savait pas. Il est diabétique. Il a déjà des lésions monstrueuses, en fait. Ça, c'est monstrueux. C'est des images d'un homme de 76 ans malade. Et là, il n'en a que 44. Hein. Et ça, on en voit tout le temps en Calédonie. Hein. Donc à vous rajoutez 10-15 ans de plus et ils sont tous déments. Tous déments. Alors, ils vivent en tribu, donc... mais non, mais en fait, c'est super grave. On en a énormément. Il y a une épidémie de démence vraiment sévère. Bon, je passe. C'est une démence vasculaire à venir. Le deuxième exemple, il a 65 ans. Il a un ralentissement progressif depuis 2 à 3 semaines.
Donc c'est très rapide. Hein. Et quand une famille vient vous voir en disant « ça fait 2-3 semaines que mon mari a la maladie d'Alzheimer », c'est super grave. Parce qu'ils ne font jamais ça. Hein. Et ils attendent souvent longtemps. Et donc c'est vraiment un drapeau rouge, ça c'est la progression rapide. Il a des difficultés à la marche et il chute. Il a des céphalées depuis 3 jours, ça aussi. Il n'y a jamais dans la maladie d'Alzheimer de céphalée. Il y a la orthone, mais bon, on n'en trouve jamais. Et puis, il a des troubles mnésiques, mais il n'a pas de déficit moteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un scanner aux urgences. Bon, là, c'est une IRM, c'est un hématome sous-dural, il faut l'opérer. Voilà. Et parfois, ils n'ont pas de déficit moteur. Hein, c'est bizarrement réparti, la pression. Ils n'ont pas de déficit moteur. Bon, allez. 76 ans, marié, un enfant, retraité. Depuis 6 mois, ça progresse lentement. Il a une marche qui est très précautionneuse. Il a des fuites urinaires, mais c'est la prostate. Et sa femme dit qu'il est vraiment beaucoup moins bon au tarot, parce que c'est des grands joueurs de tarot. Il oublie voilà, les cartes, tout ça. Et il a une réduction importante de son périmètre de marche avec une marche à petits pas. Amstramgram, c'est une hydrocéphalie à pression normale. Vous voyez que pour faire le diagnostic, il faut qu'il n'y ait pas trop d'atrophie, parce que sinon, l'atrophie, elle peut expliquer une ballonisation comme ça des ventricules. Mais s'il n'y a pas d'atrophie, comme c'est le cas ici, on est sûr que c'est une hydrocéphalie à pression normale. Hein. Ça, il faut l'opérer. Et on a un service de neurochirurgie où on fait ça très très bien maintenant, ici en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut l'opérer. Ensuite, 55 ans, ralentissement progressif depuis 2 mois, des difficultés au travail. Ah oui, il perd son frère. Et là, il fait une dépression. Tout le monde dit qu'il fait une dépression, il ne fait plus rien, complètement apathique et tout. Et donc, on dit, il n'a pas de céphalée, il est ralenti, il ne veut plus rien faire, il ne veut plus se lever, il a été mis en arrêt maladie. Voilà, il faut finir par lui faire une imagerie cérébrale et boum, c'est une grosse tumeur, un glioblastome frontal. Donc voilà, les histoires de liens psychologiques, il faut faire attention. Et alors, je ne fais pas un lien entre le glioblastome et la tumeur, mais on a des fois des trucs comme ça. Mais par contre, parce que ça fait pas 3 mois, ça fait peut-être un peu plus qu'il a ça, mais souvent, par contre, ça fait faire un retard diagnostique. Voilà. Et la dernière, c'est un vétérinaire de 56 ans, marié, 2 enfants. Il y a plus des hommes. La démence, c'est plus chez les femmes. Hein. Tabagique, occasionnel, sportif. Depuis 6 semaines, il a été vu en psychiatrie parce qu'il a des idées paranoïaques, des idées un peu délirantes. Ça s'aggrave. Il est très instable, il marche pas bien, il a des myoclonies et des troubles du sommeil. Il a des myoclonies, sa femme dit que de temps en temps il se met à trembler, elle parle de tremblement. Il n'a pas de céphalée, aucune douleur, il a une espèce de tristesse de l'humeur. Donc ça c'est warning, et c'est l'image qu'on avait vue tout à l'heure. Ça s'appelle une atteinte des noyaux gris profonds, c'est en diffusion. Ici vous avez des pointes avec un pseudo-rythme à 1 Hz. C'est un vrai EG de chez nous. On fait une recherche dans la PL avec une protéine que je ne vous ai pas citée tout à l'heure qui s'appelle la 1433. Et le diagnostic qu'on retient, parce qu'elle est très élevée en plus, et que l'IRM est typique et le EG aussi, c'est une maladie de Creutzfeldt-Jakob. On en a une tous les 2 ans ici en Calédonie, c'est normal, on en a une tous les 2 ans. La problématique, c'est la problématique, c'est qu'il a peut-être eu une endoscopie. À ce moment-là, il faut jeter l'endoscope de la clinique. Enfin, c'est la cata. Donc voilà, c'est une maladie à déclaration obligatoire, je vous le rappelle. Donc j'ai terminé. Les messages, pardon d'avoir été long, les messages c'est l'atteinte sous-corticale, l'atteinte corticale. C'est bon ça? Le diagnostic précoce avec les petits tests que vous pouvez faire. Toujours faire un bilan biologique. L'IRM et le bilan neuropsychologique en cas de doute. On n'a pas beaucoup de bilans neuropsychologiques, donc il faut les économiser aux neuropsychologues, n'est-ce pas? Là, on ne voit rien du tout, mais c'est maîtriser les facteurs de risque. Donc, un Alzheimer que vous avez dans votre cabinet, que vous suivez, il faut absolument que sa tension soit bien équilibrée, ainsi que son diabète, parce que ça aggrave la rapidité de progression de la maladie d'Alzheimer. Il faut absolument faire de la prévention sur les démences vasculaires en Calédonie, parce qu'on en a déjà beaucoup trop. Elles ne vont pas jusqu'en gériatrie, parce qu'ils meurent avant. Mais nous, à 50 ou 60 ans, on a des patients qui sont complètement déments. Et épileptique, enfin, c'est une catastrophe sociale, et on en reparlera un jour. Et il y a toujours quelque chose à faire, mais ça c'est pour passer la parole à mes collègues, et sans question en plus, donc c'est assez génial. Merci beaucoup. Bonsoir, je ne suis pas chef de service
du CGC, c'est Olivier Carissimo. Donc moi, je vais vous parler des traitements. On va faire les traitements spécifiques, les thérapies non médicamenteuses et les traitements symptomatiques des démences. Avant, on avait les anticholinésterasiques, donc le Réminil, l'Exelon et Aricept, et puis Memantine et Bixa. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des effets secondaires vraiment très importants, une balance bénéfice-risque qui n'était pas satisfaisante du tout, un service rendu qui n'était pas satisfaisant. Ils étaient censés améliorer la qualité de vie des dents, c'était surtout ça qui était dit. Et ils sont déremboursés, toujours est-il qu'ils sont déremboursés, certains les utilisent encore, moi je ne les utilise plus. Je les utilisais vraiment en ne supportant, en ne tolérant aucun effet secondaire. Les thérapies non médicamenteuses, c'est de la prévention, mais c'est de la prévention à la limite de nous, jusque les déments, jusqu'au bout, ces méthodes empêchent le déclin cognitif. Donc l'exercice physique régulier stimule la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. Donc ce qui est bien, optimal, c'est 1 heure d'exercice physique par jour, marcher 1 heure par jour, marcher au soleil, c'est très bon. Marcher en interaction humaine, en même temps on se stimule au niveau cognitif. C'est mieux de marcher dehors que de faire du sport dans une salle. Au grand air, on a la vitamine D, en même temps ça favorise la synthèse de la vitamine D qui elle aussi est bonne et précieuse au niveau de l'hippocampe. La stimulation cognitive, c'est une stimulation intellectuelle et sociale. Inviter des amis, prévoir un repas, prévoir des vacances. Vraiment avoir une vie sociale ou familiale riche, c'est très important pour une stimulation cognitive. C'est à la portée de tout le monde, c'est facile et c'est très important. On peut proposer aux gens des activités d'écriture, de lecture, de faire des jeux. Donc les jeux, il faut faire très attention de donner au bon niveau du patient. Si on fait des jeux trop compliqués, on va les dévaloriser. Et si on fait des jeux trop faibles, on va les infantiliser. Il y a aussi les jeux sur l'ordinateur qui existent maintenant pour une bonne stimulation cognitive. Tout le monde les connaît, mais c'est mieux de faire avec une interaction humaine. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? La stimulation avec l'orthophoniste, bien sûr, très importante. Donc, en fonction des capacités du patient, en fonction du temps de l'orthophoniste et maintenant du nombre d'orthophonistes qui restent sur le territoire, la stimulation cognitive, elle peut être faite 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment très important. En plus, elle leur donne souvent des petits exercices à faire à la maison. Elle rencontre les dents, elle donne des conseils à les dents. Parfois, elles se rendent à la maison pour regarder comment ça se passe et elles donnent des petits tuyaux à la maison. Des choses de base par rapport à comment aller dans le frigo, ce qu'on peut trouver dans le frigo. Elles sont vraiment précieuses. Moi, je travaille beaucoup en interaction avec les orthophonistes. Elles m'envoient les bilans avant. Je leur envoie mes comptes rendus et quand il y a besoin, on se conseille l'une l'autre. On dit qu'un niveau socio-culturel élevé protège. Bah oui, on a une plus grosse réserve fonctionnelle, donc le déclin cognitif est plus long à se voir, en tout cas. Et il faut savoir qu'une mémoire dont on ne se sert pas s'efface toujours. Ensuite, une hygiène de vie saine. Donc l'alimentation, on préfère et de loin le poisson à la viande. 2-3 portions de poisson par semaine, c'est bien, c'est un minimum. Pour les huiles, varier les huiles d'olive et les huiles de colza à froid sont très bien. La seule huile qui ne se dénature pas à chaud, c'est l'huile de coco. On en a ici. Les fruits et légumes à volonté. Les fruits et légumes jaunes orangés, ils sont antioxydants, donc c'est très bien. Le chocolat, s'il est à 85%, est très bon pour la santé. Les aliments complets, c'est très bien. Un jeûne de 12 heures entre le repas du soir et le repas du matin, c'est assez facile à obtenir et conseillé pour une neurogénèse optimale. À proscrire, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est le gras et le sucré. Les laitages gras, les sucreries, les sodas, la charcuterie. Alors, un bémol, c'est que, moi je suis gériatre, donc on a des patients âgés et il faut aussi se faire plaisir. Donc il faut trouver une balance entre ce qui est recommandé et ce qui fait plaisir à la personne. Là, hier, j'avais un boucher qui adore la viande, qui adore les choses grasses. Je ne m'étends pas pendant 2 heures là-dessus, ça ne sert à rien et il faut qu'il se fasse plaisir. Un repos de qualité recommandé, pas de stress. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. La prise en charge par l'aidant, par l'entourage familial est très importante pour éviter le stress de l'un et de l'autre et les deux sont vraiment en symbiose.
Les antioxydants, le ginkgo biloba, des études, oui, des études, non. Toujours est-il que c'est un antioxydant, donc comme dans toute pathologie dégénérative, il va avoir un effet sur la dégénérescence, même si c'est neurodégénératif. Enfin, moi, je vois tout le temps des études pour, des études contre, et ça revient tout le temps, ça passe jamais de mode. Le sélénium, le zinc sont des antioxydants. Il y a des complexes tout faits qui existent en pharmacie. Les utiliser en cure par au long cours. Il y a souvent des vitamines dedans, et les vitamines qui sont utilisées alors qu'il n'y a pas de carence, ça peut créer des lésions neurologiques définitives, avec des symptômes définitifs. Donc être très prudent et faire des cures. Et puis les fruits et légumes jaunes orangés, je l'avais déjà dit. Alors le vin, moi j'ai toujours appris un petit verre de vin rouge à chaque repas, c'est très bien. J'ai une amie addicto qui m'a dit mais c'est n'importe quoi, je ne sais pas d'où ça sort, c'est n'importe quoi. Donc j'ai refouillé et je suis tombée sur 10 millilitres de vin rouge par jour. Donc ça fait un tout petit verre de vin rouge par jour. Mais là encore, il faut se faire plaisir. Donc si on a quelqu'un qui boit beaucoup, on va être plutôt dans la restriction, mais on ne va pas arriver à zéro. Il faut trouver une balance pour que la personne ait une vie plaisante et qu'on essaye de le protéger au maximum. Les aidants, donc quand les gens viennent en consultation, donc les traitements qu'on peut apporter, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la prévention, c'est très important, c'est ces choses-là et uniquement ces choses-là. Mais la prise en charge par l'aidant, quand on voit le patient arriver, ils viennent tous les deux en consultation, l'aidant familial et le patient. Le patient, comme dit Thierry, on l'observe, on regarde comment il marche, on regarde comment il parle, on regarde comment il sait s'asseoir ou s'il ne sait plus comment s'asseoir et il ne sait pas ce qu'on veut quand on lui demande de s'asseoir. Enfin, on l'observe, on voit comment il se comporte par rapport à l'aidant. S'il lui tourne le dos, c'est qu'il y a un problème à la maison. On observe le patient. On lui parle pour entendre comment il parle, comment il comprend, voir si la maladie a évolué, voir s'il nous reconnaît ou pas. Par contre, tout ce que l'aidant va nous dire, c'est très important et il faut qu'on entende tout et qu'on essaye de trouver des solutions à ce qu'il dit. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que certains aidants sont dépassés et disent « c'est pas possible, j'y arriverai jamais ». Les conseils qu'on leur donne, ils disent « c'est pas possible, j'y arriverai jamais ». Il fait ci, il fait ça, il est comme ci, il est comme ça, je ne peux pas, je n'y arriverai jamais. Et en fait, il faut qu'il arrive à comprendre que ça va être possible, mais qu'en fait, c'est nécessaire. Parce que lui, il est le pilier et s'il ne parvient pas à comprendre comment il doit se comporter avec le patient va être opposant, irritable, voire agressif, et ça va donc se reporter contre l'aidant. Alors que s'il comprend exactement comment se comporter, le patient va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, il va y avoir une harmonie bien meilleure entre les deux, et tout va beaucoup mieux se passer. Et parfois, tout va très bien se passer. Mais là, par exemple, j'ai eu quelqu'un hier où le fils était chaud comme une braise. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Déjà, je vais me mettre en arrêt maladie. Et je lui dis, mais il n'y a rien de changé entre hier et aujourd'hui. C'est la même chose, sauf que je vais essayer de vous donner des petits tuyaux pour que ça se passe le mieux possible. Donc les consultations, elles sont le suivi, pas la consultation initiale. Le suivi, c'est avant tout pour l'aidant, tout ce que va vous expliquer Elodie après, et c'est essentiellement pour l'aidant. Le patient, il est là pour qu'on voit comment il est et pour qu'on puisse aider l'aidant et le soutenir dans sa gestion au quotidien. Alors les conseils de prise en charge qu'on va lui donner. Alors, les deux mots que je leur dis aux aidants, c'est amour et patience. Ça fait énormément de choses. Et chez les Océaniens, vraiment, il y en a beaucoup chez qui ça marche et c'est tranquille, quoi. Si l'aidant est au taquet et nerveux, on a des situations cataclysmiques et en général, c'est là qu'on les récupère en hospitalisation, où le patient a essayé d'étrangler sa femme ou d'étrangler sa fille. Mais en général, c'est la femme ou la fille qui sont, sans aucun jugement, qui sont inadaptés dans leur comportement parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et ils vont dévaloriser le patient, le mettre en échec. Mais enfin, je te l'ai déjà dit, mais si, mais tu me l'as déjà demandé 3 fois. Et ça, c'est rien ce que je dis, ça peut être beaucoup plus. Et le patient se sent dévalorisé, de plus en plus, devient agressif et essaye d'étrangler sa femme. Et quand ils arrivent dans le service, ce sont des agneaux en général. Mais il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, ils font ce qu'ils peuvent, les aidants font ce qu'ils peuvent à la maison. Donc on leur dit d'être calme, de parler calmement, clairement, de toujours être à la même hauteur. S'il ne comprend pas, de répéter le même message, un message à la fois et répéter le même message. Ou 2 fois où il ne comprend pas, on peut changer de message, mais toujours calmement. Le regarder dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai pas dit ?
être attentif, être patient, être rassurant, être valorisant. C'est très facile d'être dévalorisant, mais vraiment c'est très facile et c'est humain. Pour l'aidant familial, c'est très humain. Donc il faut vraiment repérer comment ils parlent, on le voit en consultation, hein, et réussir à leur dire sans qu'ils se sentent attaqués et jugés dans leur façon de faire, comment faire. Donc en général, moi je caricature ma façon d'être avec le patient et je vois comment est l'aidant. Et l'aidant me dit « mais non, mais croyez pas ce qu'il vous dit, c'est n'importe quoi ». Donc je reprends avec lui après en disant oui, non, j'ai bien vu que c'était pas ça, vous m'avez dit tout à l'heure autre chose, mais peu importe, s'il me dit qu'il a 25 ans, ah mais oui, mais vous les faites pas, c'est super, on s'en fiche, on va pas lui dire non, vous avez 80 ans, de toute façon il va l'oublier et il va pas me croire. Donc, et en fait, toute la consultation est faite pour guider l'aidant, lui expliquer comment se comporter avec. Nous, on a le beau rôle, on est en consultation, hein, mais lui, il faut qu'il arrive à se l'approprier et à le faire en dehors. Et toute la consultation, le cœur de la consultation de suivi, c'est pour ça. Les traitements symptomatiques. Alors, à la place des antidépresseurs, en début d'Alzheimer, donc il y a le syndrome pseudo-dépressif, et puis il arrive qu'ils aient conscience de leurs troubles et qu'ils soient vraiment dépressifs. Donc, moi, j'ai l'antidépresseur facile quand c'est nécessaire, et il est recommandé de les laisser un moment. C'est pour le rôle au niveau de la plasticité neuronale. Dans les démences frontotemporales ou vasculaires, sur le syndrome frontal avec les pleurs immotivées ou quelquefois un syndrome frontal, ça marche bien. Dans les troubles du comportement, on peut les essayer. Dans les grandes angoisses des maladies à corps de Lévy, on peut également utiliser les antidépresseurs, et dans la démence parkinsonienne, même si c'est pas recommandé, quand on en a besoin, on les utilise. Alors les molécules, ça c'est personne dépendante. Moi j'aime bien le séroplex. Les limites du séroplex, c'est les interactions médicamenteuses, donc toujours à vérifier. Je les donne tous le soir. Comme ça, s'il peut y avoir une somnolence, le soir. Le Zoloft, j'aime bien aussi. Je vois plus de somnolence avec le Zoloft qu'avec le séroplex, mais plus facile à gérer. La Valafaxine, quand il y a des syndromes anxio-dépressifs chroniques ou quand il y a une grande anxiété, ça marche bien. Donc chez les sujets âgés, on commence à petite dose, un 37,5 LP le soir. Et puis, ça met toujours du temps. L'action antidépressive met du temps à se mettre en place. On dira que c'est inefficace qu'au bout d'un mois et demi. Quelquefois, on voit des efficacités qui arrivent au bout d'un mois et demi. Mais si vous êtes sur une petite dose, vous pouvez l'augmenter. Au bout de 15 jours, si vous voyez que vraiment il n'y a rien qui se passe, vous pouvez l'augmenter. En général, on entend un mois, sauf si on est sur une petite dose. Par exemple, si je suis âgé, je commence à 5 mg, au bout de 15 jours, d'emblée, je passe à 10 mg. Et là, je laisse un mois et demi avant d'augmenter ma dose. Un mois et demi. Alors, la myensérine, elle est plus neutre, ni trop stimulante, ni trop sédative, et elle peut être en association avec les autres, puisque ce n'est pas le même mode d'action. La mirtazapine, elle est controversée. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait une augmentation du nombre de mortalités chez les déments. Vous l'avez réutilisé. Moi, je n'utilise pas énormément, pas beaucoup. Je l'utilise beaucoup en soins palliatifs parce que l'action anxiolytique est rapide et que c'est orexigène. Le Prozac, non recommandé chez les sujets âgés. Je parle que pour le sujet âgé. La place des neuroleptiques. Alors bien sûr, dans les troubles du comportement, on peut l'utiliser aussi dans les grosses angoisses des démences, par exemple des angoisses importantes. Une toute petite dose de risperdal le soir chez un malade d'Alzheimer peut réussir à gérer son angoisse. Et quand je dis petite dose, je vais vous dire après, c'est vraiment une petite dose. Toujours commencer par une petite posologie, on augmente si c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, par palier d'une semaine avec des tout petits paliers, on verra en fonction de la molécule. Ça abaisse le seuil épileptogène. Donc je me souviens d'un patient frontal qui avait besoin de 0,5 mg de risperdal le soir. C'était un agneau et puis il a convulsé. Donc je suis descendue à 0,25 mg, j'ai pas arrêté et c'est devenu un tigre, un lion, enfin c'était pas possible. Donc je suis revenue à 0,5, il a reconvulsé, j'ai mis un anti-épileptique et puis j'ai laissé ça et puis ça se passe bien. C'est un peu de la cuisine, hein, mais... des petites doses sont en général efficaces, pas toujours, hein, mais des petites doses sont en général efficaces. On a quand même quelques déments avec ce que nous on appelle des bonnes doses de neuroleptiques, mais à côté de la psychiatrie, c'est des toutes petites doses de neuroleptiques. Toujours chercher la posologie minimale efficace et toujours réévaluer, évaluer la tolérance, évaluer l'efficacité, réadapter, réajuster, toujours.
Donc dans les démences frontotemporales, dans le vasculaire, dans les oppositions frontales, voire l'agressivité, on les utilise. Dans la maladie d'Alzheimer, souvent c'est les oppositions aux soins. Alors, être très prudent quand il y a des oppositions dans la maladie d'Alzheimer qui sont liées, c'est difficile de décider, qui sont liées au comportement de l'aidant. En fait, le comportement inadapté de l'aidant, mais il fait ce qu'il peut et le patient devient opposant en face. Et c'est très compliqué et parfois on est obligé quand même de mettre des mini-doses. Moi je mets des mini-doses de Risperdal parce que je vois que j'arriverai à rien faire avec les dents en fait, qu'on n'y arrive pas. Il est constitué ainsi, il n'y arrive pas. Et c'est pas bien, hein. On traite le patient pour traiter les dents, mais il faut que tout le monde soit serein à la maison. Alors dans les maladies à corps de Lévy, il est décrit que les neuroleptiques ne sont pas tolérés chez la maladie à corps de Lévy, sauf entre autres le Léponex. Le Léponex, moi je le trouve très sédatif. Je ne sais pas si vous l'utilisez, vous mes collègues, mais c'est hyper sédatif, c'est très contraignant. Enfin moi je trouve ça contraignant avec des numérations à faire régulièrement. Chez les sujets âgés, ils sont vraiment sédatifs, j'arrive pas. Les petites doses de Risperdal, elles sont bien tolérées. La quétiapine, c'est bien toléré à petite dose. On a eu un vrai corps de Lévy il n'y a pas longtemps qui avait... c'était du Loxapac qu'il avait. Bien toléré. Ouais, bien toléré. Mais encore une fois, on essaie, on évalue, on réajuste, c'est de l'huile sur le feu. Maladie de Parkinson, c'est pareil, hein, c'est pas recommandé, mais quand il faut, on met des mini-doses. On ne le dit pas au neurologue, on met des mini-chouillettes. Le Risperdal, ce que j'aime chez le Risperdal, c'est que c'est une solution buvable, donc on peut donner des microdoses à 0,25 mg et les paliers peuvent être de 0,25 mg. Donc on peut vraiment y aller tout doucement. Moi, je ne le donne pas que, mais vraiment beaucoup en une dose unique le soir. Ça fait le tour de l'horloge et la prise du matin, souvent après, ils sont somnolents après toute la matinée. J'ai pas envie qu'ils tombent et qu'ils se cassent la figure. S'ils sont vraiment très chauds, très agressifs, on peut mettre 2 doses. Encore une fois, on évalue, on réadapte, toujours pareil. Le Loxapac, c'est vraiment quand ils sont très agressifs, des petites doses, 2 prises par jour, on évalue, on adapte. Le tertian est très anxiolytique. Les doses et le nombre de prises, vous adaptez. Le Lanzapine marche bien quand il y a des hallucinations. La quétiapine LP, je la mets le soir, elle est assez sédative, elle est recommandée de toute façon au coucher. L'aspect contraignant de la quétiapine, c'est qu'elle existe en comprimé à avaler qui ne se pile pas. Donc pour nos patients âgés, c'est contraignant. Et c'est des paliers de 50, et à un moment donné, il n'y a plus... Ouais. Non, il n'y a pas. Je la trouve contraignante, ouais, de par la dose et la forme aussi. La place des benzodiazépines, ça diminue la mémoire, ça diminue la qualité du sommeil, ça augmente le risque de chute, mais il faut bien apaiser l'angoisse des patients et que les aidants dorment. Donc, encore une fois, on donne, si c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, à la dose qu'on évalue, qu'on adapte, qu'on ajuste. Les molécules, le Seresta, le Veratran a une demi-vie de moitié, beaucoup plus court du Seresta. Donc, pour la nuit, c'est pas top. Pour la journée, ça peut être très intéressant. Et très rarement, ça m'arrive d'utiliser l'Isanxia quand j'ai des gens qui sont très réactifs parce que c'est en solution buvable et on peut le faire à la goutte. Et on peut avoir des gens pas sédatés et calmés. La place des somnifères, dernier recours, ça diminue la qualité du sommeil, ça diminue la mémoire, ça augmente le risque de chute, mais quand on n'a pas le choix, on y va, on réévalue si c'est nécessaire. Tout ce que je vous dis là, c'est pas à laisser au long cours, on doit toujours réévaluer si c'est nécessaire ou pas. Les molécules, c'est la mélatonine, elle, pas d'effet secondaire. Moi, j'ai pas beaucoup de résultats avec ça, hein, pas beaucoup. Je monte et comme c'est pas remboursé, les gens ils veulent plus, ils arrêtent, j'ai pas grand-chose. L'Imovan, posologie minimale efficace. Le Stilnox, jamais c'est chez le sujet âgé. Tisane à la citronnelle, huile essentielle, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Et je crois que j'ai fini. Merci de votre attention. Non, juste à côté. Troisième partie. Ben, on va aborder brièvement la troisième et dernière partie de la présentation, plutôt sur un volet socio-environnemental. Donc vous avez compris que les démences, elles s'invitent dans la vie des patients sans préambule, de façon souvent sournoise, et que dans la majorité des cas, le projet de vie s'en trouve bouleversé. Et effectivement, comme le disait Nathalie,
la prise en charge, c'est vraiment un travail d'équipe. Et l'intérêt de la prise en charge holistique dont vous avez l'habitude, c'est vraiment que la qualité de vie du patient se trouve le moins pénalisée par la pathologie neurodégénérative. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de ce que vous connaissez déjà, mais nous, au quotidien, c'est vrai qu'on se retrouve souvent confrontés à des difficultés de maintien au domicile. Le trouble neurocognitif, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de solution miracle. Une fois qu'il est installé, il n'y a pas de thérapeutique pour ralentir vraiment l'évolution. Par contre, on a quand même d'autres champs d'action, notamment sur la perte d'indépendance fonctionnelle, sur les troubles de déglutition qui vont s'installer au fur et à mesure de la pathologie, sur lequel on peut quand même agir pour que la qualité de vie du patient se retrouve la moins compliquée à gérer possible. Donc la mise en place du matériel médicalisé est importante. J'ai mis un petit warning, l'échelle de Norton, qui est obligatoire pour l'obtention d'un matelas anti-escar. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens de la CAFAT, mais avant, c'était très compliqué d'avoir du matériel médicalisé. Globalement, moi, je trouve que depuis 5-6 ans, un petit coup de fil au contrôle médical et en 10 jours, c'est réglé, on a le matériel à la maison. Donc, c'est quand même une nette amélioration administrative, on va dire. Dans le deuxième champ d'action qui va pénaliser les familles dans le maintien à domicile, il y a les troubles de déglutition. Donc, ce n'est pas une photomontage, c'est un scoop de scanner du service d'un de nos patients à qui on avait retiré l'orthèse dentaire. Et puis, la famille l'a accompagné en consultation urologique en ambulance. Et quand il est revenu, on a cherché partout le dentier. On a fouillé les draps, on n'a pas retrouvé le dentier. La famille nous a dit, bon, il ne l'aurait pas avalé. On a dit, bon, non, quand même. Et puis un petit coup de scanner et on a retrouvé le dentier. Le fait est que ces troubles de déglutition vont entraîner le patient dans un cercle vicieux. Moins ils vont manger parce qu'ils ont des orthèses qui sont non adaptées, plus ils vont chuter, plus ils vont avoir peur de se lever, moins ils vont manger, plus ils vont être sarcopéniques. Enfin, on est vraiment dans un cercle vicieux. Et c'est vraiment important d'adapter les prothèses dentaires, de penser au portage des gamelles pour le patient qui a un trouble cognitif très important et qui va plus savoir se servir du gaz et donc qui va plus vouloir manger autrement qu'en faisant réchauffer des plats. L'adaptation des textures, Nathalie en parlait avec les orthophonistes qui sont quand même nos meilleurs amis. Parce que ça évite des hospitalisations répétées, parce que c'est vrai que c'est un peu ragoûtant, le mix est épaissi, mais si ça peut éviter aux patients de faire des fausses routes répétées, de se retrouver hospitalisés tous les 10 jours, c'est quand même mieux. Voilà. Dans les petits tips auxquels il faut penser sur les difficultés de maintien à domicile, il y a la téléalarme qui a mis quand même du temps à se mettre en place, mais qui sauve quand même la vie à pas mal de familles qui n'habitent pas juste à côté du patient. Le babyphone, mine de rien, ça marche très bien aussi, ça coûte un peu moins cher quand les familles sont à proximité. Voilà. Et puis dans les partenaires de soins, évidemment, le trio gagnant, c'est les infirmières libérales, les kinés et les orthophonistes. Donc j'ai remis que la prise en charge à domicile était bien validée par la CAFAT. Il suffit de le spécifier sur les ordonnances. C'est pas facile pour nos collègues de se déplacer tout le temps au domicile parce que c'est chronophage, mais c'est vrai que ça rend quand même service pour l'évaluation des troubles cognitifs, pour des troubles de déglutition ou pour la stimulation cognitive. J'ai remis un petit warning parce qu'il y a des nouveaux imprimés CAFAT avec des petits QR codes. Ça ne change pas grand-chose, ça prend un petit peu plus de temps, mais il faut qu'ils soient remplis comme il faut. Sinon, l'infirmier ne passe pas. Sur le plan administratif, au quotidien, on se retrouve souvent confronté à des difficultés, particulièrement sur 2 types de situations. Soit le patient qui est très isolé sur le plan socio-environnemental, celui qui n'a pas de famille, pas d'enfant, et puis qu'on récupère sorti du chapeau avec un MMS dans les chaussettes à 10 et personne qui ne s'est jamais occupé de ses papiers. Il arrive en hospice, on ne sait pas du tout ce qu'il a comme revenu, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir mettre en place. Il a donné le change jusque-là et puis au décours d'un problème aigu, on tombe sur un trouble neurocognitif qui est déjà très sévère et on se retrouve bien embêté.
Le deuxième type de patient qui n'est pas facile à gérer, c'est le chef d'entreprise qui a toujours géré ses papiers et qui ne va pas vouloir entendre tout de suite parler de la mesure de protection, parce qu'il a toujours géré ses papiers, et celui-ci, aborder la mesure de protection juridique, ça va être un travail de longue haleine. Et c'est là où je pense que c'est quand même très important que les médecins généralistes aborde régulièrement cette partie-là, hein, qui relève plus de l'assistante sociale et après sur l'évaluation neurocognitive pure du spécialiste, mais c'est souvent un travail de longue haleine que les patients ont quand même du mal à accepter et parfois il faut y retourner à plusieurs reprises. Alors, un des facteurs limitants administratifs, c'est qu'un certificat médical tout seul, ça ne marche pas, il faut qu'il y ait une requête administrative. Alors, j'en ai amené. Alors, ce n'est pas un petit papier à remplir, mais c'est le travail de l'assistante sociale. Mais sans ça, le certificat médical qui est réalisé par nos collègues, nous, il va au procureur et il ne va pas au juge des tutelles. Et le procureur, il va mettre ça sous la pile parce qu'il a une série d'autres trucs à traiter. Alors que quand la requête administrative, elle est remplie et qu'elle est jointe au certificat médical, c'est le juge des tutelles qui va le traiter. On a déjà des délais qui sont quand même hyper longs, mais ça va quand même beaucoup plus vite que quand ça passe par le procureur. Le deuxième facteur limitant qu'on voit quand même en Océanie, c'est les patients qui sont de statut coutumier. Et cela, le chef de clan doit signer le petit papier qui autorise le patient à être mis sous mesure de protection juridique. Et parfois, on se rend compte 6 mois plus tard que la paperasse est coincée au tribunal parce que ce papier-là manque. Et mine de rien, c'est un petit truc important à savoir pour les patients de droit coutumier. Voilà, après, bon, c'est le travail de l'assistante sociale, hein, de secteur ou hospitalière, hein, d'aider les familles à la constitution du dossier, mais c'est vraiment un travail de longue haleine qui n'est pas accepté si rapidement que ça par les patients et leurs familles. Alors là, c'est la diapo de la mort. Je vais être succincte. Il y a le plan 1 et le plan 2, dans l'ordre que les familles veulent. Quand ça devient compliqué à la maison, nous, on essaye de dire aux familles qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution idéale, parce que la solution idéale, ce serait un vieillissement réussi sans troubles neurocognitifs. Mais puisqu'il est installé, il va falloir faire avec. Et il y a quand même eu un travail de longue haleine par mes collègues ces 20 dernières années pour mettre en place un certain nombre de choses pour que le maintien au domicile se passe le mieux possible. Brièvement, l'infirmière, elle peut passer au domicile 2 voire 3 fois par jour. Le patient, quand il est à la maison et que ça ne suffit pas et que c'est compliqué de le laisser tout seul la journée, on peut lui proposer de l'accueil de jour, donc à Édouard Trubert à Nouméa. Maintenant, il y a quand même pas mal d'EHPAD qui proposent aussi de l'accueil de jour. Au max, c'est 5 jours par semaine. La CAFAT accepte des transports quand les aidants travaillent et qu'ils ne peuvent pas aller déposer le patient sur l'accueil de jour. Donc c'est max 10 trajets par semaine. Et l'auxiliariat, avec des entreprises privées, avec un maximum qui est passé de 60 à 65 heures par mois. Là, voilà. Ces aides qui peuvent être mises en place à domicile, soit elles le sont en autofinancement, parce que le patient il a un coussin financier qui lui permet de payer ça, soit il n'a pas d'assise financière et il va devoir bénéficier d'aide. Et c'est là où le médecin traitant intervient, c'est qu'il va falloir remplir les certificats médicaux. Quand le patient il est CAFAT, aide médicale A, B, ALM, Sud, il dépend du pôle de gérontologie. Quand il est aide médicale Nord ou des îles, bon là avec les émeutes ça simplifie un petit peu les choses, mais parce qu'il n'y a plus grand chose pour le Nord et les îles, mais vous avez il y a quand même des dérogations pour... il y avait en tout cas des dérogations pour voir les patients province Nord et îles. Ils dépendent de la CRHD, qui est quand même le papier beaucoup moins sympa à remplir. Une fois que ces documents sont remplis, les familles elles ont une partie administrative à remplir et il y a un millefeuille de financement qui est fait, le dossier passe en commission et qui débloque des aides financières pour mettre en place ces aides à domicile. Et ça permet de laisser quand même le patient longtemps à la maison, de façon sécure, avec une qualité de vie correcte. Quand le choix de la famille et du patient, c'est d'institutionnaliser le patient, il y a 3 forfaits, en gros à valider. Il y a le forfait de soins qui équivaut à ce que ferait une infirmière libérale et un kinésithérapeute à la maison. Il y a le forfait hôtellerie et le forfait dépendance.
tout ça, c'est 3 forfaits qui vont être validés soit par la CRHD, soit par le pôle de gérontologie en fonction du site géographique du patient. Et la problématique, c'est que ça, c'est souvent pas anticipé. Le maintien au domicile, c'est un peu comme les échecs ou le puissance 4, il faut avoir un coup d'avance parce que sinon on court après et une fois que la dépendance elle est installée, les familles se réveillent en disant « Ah bah, j'avais pas prévu le plan B ». Sauf que ça existe, mais ça met 3 à 6 mois à se mettre en place parce qu'on ne peut pas débloquer des aides financières comme ça. Quand les patients ont de l'argent, ça va, ils font un chèque et puis en un mois, on peut mettre en place les aides, institutionnaliser le patient, mais ce n'est pas le cas quand il n'y a pas d'assises financières et c'est là où il faut vraiment avoir un coup d'avance. Nous, on est souvent embêtés parce que le forfait de soins et le forfait de dépendance sont vite validés. Enfin, vite, c'est relatif. En tout cas, ils sont assez spontanément validés par le pôle de gérontologie, mais le forfait hôtellerie, ça nécessite que les familles elles remplissent plus de documents administratifs, et notamment que les obligés alimentaires, c'est-à-dire les enfants, se déclarent. Alors en France, les obligés alimentaires, ils doivent justifier de leurs revenus. En Calédonie, ils n'ont pas à justifier de leurs revenus, c'est une espèce de participation volontaire. Malgré ça, on a quand même des familles très très élargies ici, avec souvent plusieurs mariages, et pour réussir à choper tous les obligés alimentaires et à remplir comme il faut ce dossier, c'est compliqué. Du coup, le forfait hôtellerie est souvent pas validé en commission et c'est ce qui va bloquer l'entrée en institutionnalisation. C'est là où c'est un travail de longue haleine d'accompagnement quand même des familles parce qu'il faut qu'ils soient sensibilisés à ça. Les équipes soignantes, elles peuvent faire plein de choses, mais ça, c'est une partie qui leur incombe et c'est à eux de se saisir de cette partie-là parce qu'il y a des solutions. Mais il faut y participer, quoi. Voilà en gros pour la partie maintien au domicile quand ça devient compliqué. Alors ne l'appelez pas tous demain, j'ai prévenu que je mettais son numéro de téléphone dans le diaporama. C'est les coordonnées du pôle de gérontologie, donc qui s'appelle l'ICG, l'EPG, bientôt le GIP HDBV. Il a vocation à devenir territorial pour qu'il y ait plus cette différenciation province nord, sud, île. Bon, bah, c'est pas fait, hein, parce que ça veut dire qu'il faut revoir toutes les commissions de la CRHD, machin truc. Enfin, je pense qu'on en a encore pour quelques mois à pas avoir les mêmes papiers à remplir. Mais c'est quand même un numéro de téléphone bien utile à avoir en tête. Il ne faut pas non plus oublier les partenaires sociaux qui sont là normalement pour vous aider sur le libéral. Alors, tous ne sont pas toujours très très aidants, mais ils existent. Le service social maintenant de la province sud, ils ont un numéro unique et les CCAS, ils ont quand même des services sociaux qui sont là pour vous aider, accompagner les familles en les convoquant, en tout cas à remplir toute cette paperasse qui est un peu fastidieuse. Il n'y a pas de CCAS à Païta, ce qui est bien dommage. Dans l'aide aux aidants dont parlait Nathalie, hein, c'est vrai qu'on voit bien que la pathologie neurocognitive sur le plan thérapeutique, il n'y a quand même pas pour l'instant de miracle à proposer aux patients et qu'il va falloir bien prendre soin de l'aidant. C'est vrai qu'à Nouméa, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Le Café des aidants, France Alzheimer. Bon, alors ça c'est pareil, hein, ça existait avant les émeutes, il va falloir voir ce que ça devient après. Le guide de l'aidant qui est assez bien fait sur le site de la mairie de Nouméa. Et puis il y avait des modules d'accompagnement. Bon, celui de Rivière-Salée, je ne suis pas bien sûre que ça continue. Et la baie de l'orphelinat, ça permet aux familles de se retrouver, de discuter un petit peu entre aidants de leurs difficultés, de se donner des petits trucs. Voilà, puis oui, vraiment d'accompagner et de soutenir ceux qui ont à gérer au quotidien des choses qui ne sont pas toujours faciles. Dans ce qui peut être proposé par le médecin généraliste dans la prise en charge vraiment globale de la famille, il y a une petite échelle qui s'appelle l'échelle de Zarit ou le mini Zarit que vous pouvez donner aux familles, pas forcément en consultation, mais vous pouvez leur demander de le remplir et de vous le donner à la prochaine consultation quand ils ramèneront leurs parents. Ça permet d'évaluer un peu le fardeau, enfin, la façon dont les aidants estiment l'impact que peut avoir la prise en charge de leurs parents, de leurs conjoints sur leur propre vie et de déceler l'épuisement quand même familial qui est une vraie réalité dans le quotidien des familles. Et c'est vrai que de prendre soin de l'aidant, c'est aussi une façon de valoriser leur quotidien et ça permet souvent que ça tienne un peu plus longtemps. Alors je vais être assez brève
pour garder quand même une petite lueur d'espoir sur ces pathologies qu'on connaît depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais pour lesquelles on n'a toujours pas trouvé de choses miracles. La recherche se penche beaucoup, comme le disait Thierry, sur ces fameuses plaques amyloïdes, là notamment. Et il y a deux nouveaux médicaments qui sont sortis aux États-Unis, qui sont des anticorps anti-amyloïdes. Bon, alors les Américains, ils ont peur de rien, donc ils ont eu quand même une série d'effets secondaires que moi, personnellement, qui ne me pousseraient pas à prescrire le médicament. Mais c'est à l'étude. Donc deux, là, le lecanemab et le donanemab. Ils ont été validés aux États-Unis, malgré des effets secondaires quand même importants, des œdèmes cérébraux, hémorragie intracérébrale, etc. Ça a été refusé pour l'instant par l'Agence européenne du médicament. Sur le deuxième, là, il passe en phase accélérée aux États-Unis. Bon, on les laisse tester et puis ils nous diront bien ce qu'il en est. Ça coûte 32 000 $ par an, je crois, le traitement. Donc autant dire que c'est loin d'être commercialisé pour tout un chacun. Ça ne va pas être pour demain. Et je crois qu'il restait... Ouais, bon, là je vais être assez brève. La recherche en cours, elle cible, comme le disait Thierry, sur la physiopathe. Ça tire dans tous les coins pour essayer de trouver, vu le nombre de personnes qui sont touchées par les pathologies neurodégénératives, la recherche va bon train, y compris dans le diagnostic précoce. Pour l'instant, il n'y a pas de marqueurs uniques sanguins qui sont développés en routine, mais ça fait aussi partie des axes de recherche pour pouvoir diagnostiquer la maladie plus vite. Et bon, de toute façon, sur le plan thérapeutique, tant qu'on n'a pas de choses probantes, savoir trop tôt ce qui se passe, ça n'aura pas pour l'instant d'impact sur le quotidien des patients. Voilà, j'ai terminé.